en descendant la pieuvre d'un étage, donc avec le SCR marché, contrepartie, vie, santé, non-vie. Mais c'est quelque chose que vous pouvez imaginer à beaucoup plus haute dimension, soit en descendant bien davantage dans la pieuvre, tout simplement, ou soit en considérant vos SCR par branche d'activité, ou même par contrat éventuellement, si vous avez un pilotage de votre activité par contrat. Ça existe. Bon courage à ceux qui le font, mais ça existe. Donc l'idée va être ensuite d'analyser la rentabilité de votre activité à la maille de pilotage. Donc vous pouvez imaginer que ce sont des branches d'activité typiquement. Et donc on va appeler ce qu'on appelle le RORAC. Alors le RORAC, c'est, pour faire très très simple, votre résultat lié à votre activité que vous divisez par le capital économique alloué. Votre capital économique vous est directement donné par votre appétence au risque quand vous êtes sur solvabilité 2. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser le résultat sous contrainte du capital économique. Les branches sur lesquelles vous allez avoir un RORAC supérieur à votre RORAC global vont être les branches sur lesquelles vous allez devoir idéalement souscrire davantage si vous souhaitez optimiser votre résultat rapporté au capital que vous détenez aujourd'hui. Donc voilà, là pour faire très simple, on est redescendu, on est resté très très haut dans la pieuvre, mais le message que je veux faire passer très très rapidement, sans expliciter pour le moment tous les calculs sous-jacents, c'est que dans cet exemple-là, les activités santé et non-vie sont quand même plus rentables que les activités vie et marché globalement. Donc ça veut dire que si on voulait optimiser le résultat, on aurait tout intérêt à prendre des risques d'abord en non-vie, puis en santé, et éventuellement sur d'autres branches par la suite si ça se déséquilibrait. Et donc ça, c'est une approche qui a énormément d'applications. Alors là, je l'ai appliqué sur le résultat en direct, parce qu'en général, c'est ce qui intéresse le plus et c'est ce qui parle le plus. Mais vous pouvez le faire sur la rentabilité de votre new business, sur votre plan d'entreprise, c'est-à-dire sur toute la stratégie d'entreprise. Donc vous avez la possibilité en tant qu'actuaire d'aller voir le directeur général et de proposer des améliorations de la stratégie d'entreprise. Bon, il faudra bien le faire pour ne pas vous faire taper sur les doigts, évidemment, mais c'est toujours possible. Vous pouvez adapter votre plan de réassurance, donc aller chercher de la réassurance parce que vous voyez que ça améliore votre RORAC, non pas du fait du résultat, mais du fait du capital que vous aurez à immobiliser. Ça vous permet de faire des simulations rapides parce que lorsque vous avez une somme linéaire et que vous voulez, par exemple, augmenter votre activité prévoyance de 5%, vous augmentez de 5% votre capital prévoyance et vous voyez ce que ça donne au global. Vos ratios seront relativement stables. Et ça vous permet d'expliquer au top management les impacts réels liés à chaque sous-SCR de façon très simple. Si le ratio d'allocation non-vie est supérieur au ratio d'allocation vie, ils comprennent très vite que la non-vie pèse plus que la vie dans votre organisme et vice-versa. Donc voici pour les applications principales. Et désormais, je vais laisser la parole à Olivier qui va vous parler de l'ensemble des éléments théoriques sur l'allocation de capital économique. Merci Lucas. Merci. Effectivement, donc là, ce qu'on voulait faire, c'est quelques slides pour rappeler les aspects théoriques d'allocation capital avant de partir sur les aspects plus pratiques. Donc, c'est donner plutôt une vision académique du sujet. Donc, dans ce contexte, l'allocation de capital, l'idée, c'est qu'on veut allouer un certain montant de capital à plusieurs segments en fonction des risques qui sont portés par ces segments. Donc, on aura dans la suite un montant de capital global K, un ensemble de segments qu'on note N, et sur chacun de ces segments, pour chacun de ces segments, on a un certain risque qui est porté par le segment et qui est modélisé, formalisé par une variable aléatoire réelle, X, XI en l'espèce. Et ce qu'on cherche, c'est un montant de capital KI affecté à chacun des segments. Et pour ça, en pratique, ce qu'on va faire, c'est déterminer des clés d'allocation que notre oméga I ici, qui s'appelait ratio d'allocation dans les slides précédents. Et on applique ces clés d'allocation au capital global et on en déduit le capital de chaque segment. Donc pour mener à bien ce programme, il faut diverses choses, notamment on passe par une notion de mesure de risque et puis ensuite une méthode d'allocation, un choix de méthode d'allocation. Donc d'abord quelques rappels sur la notion de mesure de risque. Donc une mesure de risque, c'est simplement une fonction qui a une variable aléatoire réelle associe un nombre réel. Donc l'idée, c'est de pouvoir comparer les risques entre eux. Et on demande en général à ces mesures, idéalement, de vérifier un certain nombre de bonnes propriétés. Alors, je ne vais pas tous les lister, mais enfin, vous avez par exemple la monotonie, c'est l'idée que si vous avez deux risques et que dans toutes les situations du monde, l'un prend toujours une valeur inférieure à l'autre, sa mesure de risque sera inférieure à la mesure de risque de l'autre. L'associativité, additivité, donc qui dit que la mesure de risque d'une somme de risques
c'est inférieur ou égal à la somme des mesures de risque de chacun des risques, traduit l'idée que la mesure de risque prend en compte un effet de diversification entre les risques, qui est un élément qu'on souhaite en général avoir. Donc, quelques exemples de mesures de risque, il y en a moult, mais l'écart type, par exemple, mais qui a le défaut de ne pas être vérifié à profit de monotonie, par exemple. La value at risk, bien classique depuis l'utilisation la mise en œuvre de S2, qui vérifie la plupart de ses propriétés, mais en général pas la additivité, seulement dans les situations plus ou moins gaussiennes. Et puis enfin, la telle value at risk qu'on peut citer et qui, elle, a le mérite d'être cohérente, c'est-à-dire de vérifier les 4 propriétés qui sont énoncées au-dessus. Alors pour ensuite parler de méthode d'allocation, maintenant qu'on a la notion de mesure de risque, on a besoin de 2 notions et plus particulièrement, principalement, de la notion d'impact marginal. Donc l'idée de l'impact marginal, c'est de mesurer la contribution au risque global d'un segment. Donc si on se fixe un segment I et puis un certain sous-ensemble de segments S, bon, et un réel H, l'impact marginal du segment I dans les segments S, dans l'ensemble de segments S, c'est la différence entre la mesure de risque portée par le segment S, donc XS, c'est la somme des XI, si vous voulez, dont on déduit la mesure de risque des segments auxquels on enlève les segments de S, donc on enlève une portion H du risque porté par le segment I. Et on normalise en quotientant par H. Donc en particulier, quand on prend H égale 1, c'est vraiment la différence entre la mesure de risque sur le segment S, sur l'ensemble des segments S, moins la mesure de risque sur ces segments auxquels on a retiré intégralement le segment I. Donc c'est l'impact, l'augmentation de la mesure de risque, en général c'est l'augmentation du fait qu'on ajoute le segment I parmi les segments de S. Ça c'est le premier point, impact marginal. Ensuite, il y a la notion de RORAC que Lucas a déjà évoquée, donc je passe très vite sur l'idée, mais disons que dans ce contexte un petit peu théorique, le RORAC, ce sera pour la variable x, ce sera le ratio de l'espérance de x sur ρ de x, donc pour une mesure de risque, on s'est choisi, on regarde ce ratio. Donc aussi bien pour le risque global x, la somme des xi, que pour chacun des risques sur chaque segment. J'aurais pu préciser au départ que par segment, on entend des choses très variées, aussi bien des risques, des modules de risque, comme on va voir sur des exemples dans le SCR, que des lignes d'activité, prévoyance, épargne, etc. Alors maintenant, la notion de méthode d'allocation, c'est tout simplement une méthode, un algorithme, une méthodologie qui va associer à une mesure de risque un NUplay de réels qui correspondront aux contributions au risque global de chaque segment. Donc on note ces éléments ρ lambda, enfin pour une méthode dite lambda, ρ lambda de xi/x. Et la clé d'allocation, à partir de là, sera définie en prenant le ratio de cette contribution au risque du segment I sur la mesure de risque global, tout segment. Et on applique ensuite ces ratios d'allocation au capital global pour en déduire les capitaux de chaque segment, alloués à chaque segment. Donc là aussi, on souhaite que ces méthodes d'allocation vérifient un certain nombre de bonnes propriétés. Là aussi, je ne vais pas toutes les passer en revue. Disons que l'allocation complète, qui dit que la somme des contributions au risque de chaque segment est égale à la mesure de risque global, dit précisément que la somme des oméga i est égale à 1, ou si vous voulez que la somme des KI, des capitaux alloués à chaque segment, est égale au capital global qu'on avait au départ, et ni plus ni moins. La symétrie, c'est l'idée que si vous avez 2 segments dont les impacts marginaux pour tout sous-ensemble de segments S coïncident, eh bien ces 2 segments doivent avoir les mêmes contributions au risque au sein du risque global. Et je conclus avec simplement peut-être la compatibilité RORAC, qui est assez importante du point de vue, en principe en tout cas, pour l'idée du pilotage. Donc pour ça, il faut juste préciser qu'on a une notion de RORAC post-allocation. Donc c'est ce qui est défini au-dessus. C'est simplement, on reprend à nouveau l'espérance de XI au numérateur, mais au dénominateur, au lieu de mettre la mesure de risque du segment I, on prend la mesure de la contribution au risque du segment I, ρ lambda de xi/x. Et donc ce que demande la compatibilité RORAC, c'est que si le RORAC post-allocation pour le segment I est supérieur au RORAC de votre portefeuille de départ, vous pouvez en fait augmenter dans une mesure limitée, mais au moins un petit peu, dans une proportion H, on va dire, le poids de votre segment I
dans votre activité et ça va augmenter le RORAC de votre portefeuille. Donc, je vais juste rappeler les 4 méthodes d'allocation classiques qu'on voit dans la littérature rapidement. Donc, fuyez pas tout de suite, les formules ne sont pas si importantes. D'abord, la méthode proportionnelle, c'est la plus simple qui vient à l'esprit. En gros, ça consiste à dire que la contribution au risque du segment I, c'est la mesure de risque appliquée au segment I ρ de XI. Alors, normaliser un petit peu avec donc, les ratios qu'on voit ici, de manière à garantir la première propriété, celle d'allocation complète, somme des oméga I égale 1. Bon, cette méthode, elle a l'avantage principal d'être simple et compréhensible, mais elle vérifie pour aucune des bonnes propriétés souhaitées. En particulier, il n'y a pas la notion de symétrie. Donc, on peut avoir 2 segments qui portent les mêmes risques du point de vue des impacts marginaux, mais qui donnent des contributions différentes. Donc, mieux, on a la méthode marginale, qui, elle, est définie directement en termes d'impacts marginaux. Donc, les I, indice I de 1 évalué en N. Donc, on prend l'impact marginal sur l'ensemble des segments N. Là aussi, on normalise, comme ça, on a l'allocation complète. Et en plus, on a la propriété de symétrie. Mais en général, on n'a pas les autres bonnes propriétés. Alors, un raffinement, si on peut dire, de cette approche, c'est la méthode de Shapley, qui, elle, est basée également, là encore, sur les impacts marginaux, mais cette fois en prenant en compte tous les sous-ensembles de segments possibles. Donc, c'est sensiblement plus lourd à mettre en place, on verra, mais ça garantit également l'allocation complète, la symétrie. C'est considéré comme plutôt meilleur que la méthode marginale, mais là aussi, on n'a pas forcément toutes les bonnes propriétés théoriques souhaitées. Et je conclue sur les méthodes avec la méthode d'Euler, elle encore basée sur son impact marginal, mais cette fois dans une vision plutôt impact infinitésimal. Donc on passe à la limite dans la formule en H, c'est une sorte de dérivée. Et en général, cette méthode a plutôt de meilleures propriétés d'un point de vue théorique, en particulier si on prend la TELVAR comme mesure de risque. La méthode d'Euler est cohérente, c'est-à-dire qu'elle vérifie toutes les propriétés qu'on a énoncées au-dessus. Donc en théorie, encore, c'est la meilleure approche. Alors je conclus rapidement pour faire le lien avec les autres, ce qu'a dit Lucas et ce que va raconter Ali. Si on s'intéresse à l'allocation du SCR, quand on est dans une approche plutôt modèle interne, les variables que j'ai évoquées à considérer, ce serait par exemple la différence entre les fonds propres en 0 et les fonds propres en 1 actualisés sur un an, qui sont aléatoires bien entendu. Alors sous réserve qu'il n'y ait pas d'interaction, d'effet croisé entre les différentes lignes. Donc ça marcherait bien par exemple pour la prévoyance épargne. Si on est plutôt dans une approche formule standard, on n'a pas directement ces variables aléatoires, si vous voulez. Et donc, mais on peut, en extrapolant et en simplifiant un peu ce qui est évoqué au-dessus, néanmoins définir la méthode d'allocation à la Euler avec la mesure de risque VAR. Et on obtient dans ce cas-là des formules assez simples qui expriment assez directement les contributions au risque du IM segment, enfin du SCR marché par exemple, en fonction des différents SCR et du BSCR global et des matrices de corrélation. Voilà, on a fini avec les aspects théoriques et maintenant Ali va nous parler de la mise en œuvre opérationnelle. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc après ce niveau d'abstraction en fait théorique, on va essayer de revenir sur terre. Et en fait là, je veux plutôt vous présenter la mise en pratique en fait de ces différentes formules que Olivier a présentées et le principe que Lucas a montré avant. Donc là, pour ce faire, en fait, il faut choisir une plateforme. Bon, bien sûr, tous les actuaires connaissent Excel. Donc ceux qui vont un peu plus loin, ils font un peu de VBA. Donc là, on est resté dans ce modèle-là, même si on a fait quand même quelques tests pour donner plus à la nouvelle génération et puis répondre avec du Python aussi pour valider ce qu'on a fait. Donc d'abord, en fait, pour passer, il faut essayer de transposer ces formules plus directement dans un algorithme et après dans des codes pour le refléter à partir de données. Ce qui est bien dans Excel, c'est que les données, elles sont là. Et en fait, on n'a pas besoin de base de données. On a directement les informations que vous connaissez, notamment là pour illustrer nos propos, on s'est basé sur les SCR. Et donc, à partir de ces données que vous calculez chaque exercice, on va essayer d'éclater la diversification en utilisant des fonctions. Donc, pour schématiser ça, on peut passer à la slide suivante.
Là, ce qui est encadré, c'est l'outil en fait, qu'on a développé dans le cadre de ce groupe de travail. Je ne suis pas tout seul. En fait. Sur vous, il y avait d'autres contributeurs avec moi qui ne sont pas là, que je profite pour remercier. Et donc, on est parti à partir des inputs qui sont dans Excel. On va faire un petit programme VBA qui va faire des fonctions qui nous permettent de faire le calcul de cette allocation ou de ce poids en fait, par rapport à un SR agrégé, des SR en fait, intermédiaires pour tenir compte de la diversification. Et on présente les résultats par la suite. Et comme ça, en fait, comme il a dit Lucas, on peut faire des what-if, des tests, en fait, de dire j'augmente telle partie, j'allège telle partie, qu'est-ce qui se passe sur mon SR, sans avoir besoin à tout refaire le calcul complet, même si on sait faire, pour gagner des temps et puis pouvoir répondre au top management. Donc là, après, on a donné aussi une perspective, hein, c'est-à-dire que je viens de la validation, donc je suis obligé de valider en fait ce que je fais. Donc on a fait un programme Python pour valider notamment la partie chapelet qui était un peu plus lourde à faire. Et on a fait le principe des 4 yeux en fait en mettant 2 personnes différentes pour essayer de valider ça. Donc ça, c'est important parce que on sort des chiffres, il faut quand même vérifier. Après, il y a des calculs comptables ou on va dire sur Excel directement aussi qui permettent de valider des parties. Une fois ça c'est fait, après, pour aller plus loin, parce qu'on a aussi la data vise, donc ici, on peut aller vers des Power BI, par exemple, pour intégrer toutes ces données et essayer de les illustrer mieux et pouvoir avoir des interactions dynamiques. Alors, pas que Power BI, il y a d'autres outils. Hein, je ne mets pas ça, c'est juste l'outil en fait, de visualisation que vous souhaitez utiliser. On va sur la page suivante. Donc, voilà, donc ça, c'est bon. Donc là, l'outil, il ressemble plutôt à ce schéma-là. Donc, on l'a structuré de la sorte, en fait, une partie synthèse un peu qui reflète l'ensemble de ce qui est fait, les calculs avec les différentes méthodes, même si nous, on préconise bien sûr Euler parce qu'il est plus adapté. Mais après, il y a les autres méthodes, ils ont le mérite d'exister, mais qui peuvent être utilisées aussi pour des aspects où il n'y a pas de corrélation à traiter aussi. Hein. C'est-à-dire qu'une proportionnelle, elle reste quand même valide lorsqu'on n'a pas de corrélation. Donc, on a présenté ça et puis on a fait une structure où il y a les calculs, donc là où il y a les données, et les données calculer les poids, et derrière, il y a tous les what-if dont j'ai parlé. Et après, bien sûr, il y avait des présentations graphiques en fait avec Lucas, mais Pauline va vous montrer un peu plus des choses plus sympathiques, on va dire, de ce qu'on peut en tirer de ces calculs. Donc là, c'est présenté dans les onglets graphiques. Et après, bien sûr, le dernier onglet, c'est les paramètres de corrélation que vous connaissez bien maintenant dans la formule standard. Donc un outil très simple. Finalement, en fait, il y a beaucoup de théorie. La mise en pratique, elle reste quand même accessible et faisable. Donc, et vous pouvez bien sûr utiliser ce qu'on a fait si vous êtes au groupe de travail. Alors, en termes de résultats, on ne va pas pousser en fait une autre méthode, mais en termes de comparaison, elle reste proche. Il y a la proportionnelle en fait qui sort parce que l'ensemble des méthodes fonctionne sur la base de la marginale. De toute façon, que ce soit Chapelet ou Euler ou directement la marginale, c'est tous en fait ils ont une base commune. Après, il y en a qui poussent un peu plus loin. Et donc l'idée c'est d'avoir des poids référents. Là, on a pris le marché. On voit bien que le poids de la proportionnelle à 42, il est en écart par rapport aux 3 autres. Et donc, c'est vrai que ça montre que voilà, on tient compte uniquement du poids, mais pas de la corrélation avec le reste. Donc voilà, les autres chiffres, je passe, je vais pas les commenter, à part si vous voulez qu'on revienne sur certains, mais c'était plutôt pour illustrer. L'ordre, en fait, vous voyez, l'ordre, quand même, ça reste le même en termes d'allocation ou de poids par rapport à ce qu'on a. C'est juste en fait la répartition des gains qui va un peu différer entre les méthodes. Sur la slide suivante, je vais plutôt juste illustrer comment ça fonctionne. Bon, si vous nous rejoignez, vous pouvez utiliser ou vous voulez développer vous-même. On fait une fonction. On fait une fonction avec une signature. On donne le SR avant diversification par exemple, du marché, dans ce cas-là, encadré en orange. Et après, on passe la matrice ou le vecteur des autres risques
qui sont avec. Là, c'est la vie, la contrepartie et la santé. Donc ça, c'est ce que j'ai encadré en bleu. Et derrière, on passe la matrice de corrélation. Et ben, en fait, la fonction va vous redonner directement le poids à utiliser. Donc, toutes les fonctions, on a essayé de les structurer de la même manière. Comme ça, en fait, vous avez juste le résultat attendu à partir des différents éléments qui sont structurés autour. Bien sûr, la fonction et le nombre de lignes de code défaire, mais celle qui nous a coûté le plus de temps, c'est Shapley. Et donc, celle-là, même dans son exécution, parce qu'il fait beaucoup de combinaisons pour traiter toutes les combinaisons possibles. Et dans ce cadre-là, ça a un peu plus de temps en termes. Quand vous êtes juste sur les premiers modules ou les sous-modules de risque, ça passe encore. Mais si vous êtes en modèle interne et autres, là, ça peut devenir un peu lourd. Donc, voilà, je préconise plutôt Euler. Donc, la structure, elle est la même sur la slide suivante. Là, on a juste rappelé, en fait, comment, un peu avec un schéma, pour essuyer de l'extrait, la formule qui est en haut, qu'on essaye de coder, là, et qu'on réplique avec des fonctions. On a refait la même chose pour les autres. Vous imaginez bien, proportionnel, marginal et Shapley. On a commencé par Euler, en fait, parce que je sais pas, on avait une conviction tous que c'est la meilleure pour l'instant. Et donc, on a fait les autres après pour illustrer les différences et respecter la même norme. Bon, là, cette slide, c'est juste pour vous montrer vraiment qu'on a respecté la signature des fonctions. Et puis, je vais vous laisser maintenant avoir la communication avec Pauline de 6 chiffres. Merci. Merci Ali, bonjour à tous. N'hésitez pas à vous rapprocher, il reste des places pour mieux voir les écrans. Alors, dans cette partie, moi, je voulais vous montrer comment faire exploser ces boîtes noires avec de simples graphiques. L'idée étant de rendre la formule du SR beaucoup plus compréhensible, plus lisible, pour éclairer les décisions de nos dirigeants en termes de gestion du capital. Alors, de quoi parle-t-on ? Eh bien, on part de ce tableau de bord qui figure dans tous nos SFCR et qui a un effet boîte noire en fin de calcul, ici, au niveau des effets de diversification. Ce qui fait que si on a, par exemple, un administrateur qui nous demande « et si on augmentait le SR marché de 1 et qu'en contrepartie, on diminuait le SR non-vie de 1, eh bien, quel est l'impact sur notre BSCR ? Combien font plus 1, moins 1 ? Alors, comme ça, sur un coin de table, on est bien incapable de répondre à la question. Et pour éviter d'avoir à refaire tourner le modèle en plein comité des risques, eh bien, on va commencer par dessiner ce tableau avec un graphe en cascade. Donc, on empile les SCR, on enlève le pavé de diversification pour obtenir le BSCR. Donc, jusque-là, on n'a rien inventé. La boîte noire est toujours là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une des méthodes présentées par Olivier. Donc, moi, j'ai choisi la méthode d'Euler, c'est ma préférée, elle a plein de propriétés intéressantes. Et grâce à l'outil DALI, on va venir saucissonner en fait notre pavé d'effets de diversification pour les répartir, les allouer sur nos SCR. Donc ensuite, en lecture directe, on a le passage des SCR aux contributions nettes de diversification. Donc ensuite, il suffit de gommer ces effets pour obtenir une addition toute simple. Et là, on a réalisé l'allocation du capital du BSCR. Donc, on a une série de nouveaux chiffres et on va pouvoir compléter notre tableau de bord avec le vecteur des contributions. Et là, on a bien une addition toute simple et notre boîte noire est vide. On va pouvoir la remplir avec une première série d'outils qu'on appelle les ratios d'allocation. Lucas en a parlé. Ces ratios d'allocation, c'est tout simplement le rapport entre les contributions et les SCR. Donc, c'est ligne à ligne, c'est risque par risque. Et ce qu'il y a d'intéressant avec la méthode d'Euler, c'est que ces ratios d'allocation correspondent aussi à des facteurs de sensibilité. Dans le sens où, mon delta de plus 1 sur mon SCR marché, eh bien, il va peser pour 86% environ sur le BSCR. Donc, ça veut dire qu'on a environ 14% d'effet de diversification. Donc, il va augmenter mon BSR d'environ 860 000 €. Réciproquement,
mon SR non-vie, lui, s'il diminue de 1, eh bien, il ne va peser que 41%. Donc son poids est 2 fois plus faible que le SR marché. Le SR marché, les variations ont un poids beaucoup plus important. Donc il va diminuer le BSR d'environ 410 000 euros. Et le total, plus 1 moins 1, ça fait environ une hausse de 450 000 euros. Environ. L'environ est important. Donc à ce stade, eh bien, on est content. On a linéarisé le BSCR. On a bien somme prod du vecteur DSCR avec le vecteur des ratios, la location est égal au BSCR. Et on est capable, comme ça, d'expliquer les variations de BSCR d'un inventaire à l'autre. Mais on peut aller encore plus loin dans la maîtrise des effets de diversification, cette fois-ci pour les optimiser. Et pour ça, on marque une petite pause. On part à la montagne, c'est cette circonstance. Merci Anne-Marion et Sylvaine pour les images. Donc on part à la montagne, l'idée c'est de faire une randonnée. Et le but de la randonnée, c'est d'aller le plus haut possible en altitude. Parce que plus on monte en altitude, et plus on va faire de pas à flanc de montagne. Plus on va faire de pas, plus on va voir des paysages variés et faire des activités diversifiées. Donc on va voir des vallées, des névés, des glaciers, des cascades, encore des cascades, des marmottes et des chamois. Et tout ça va rendre l'expérience la plus enrichissante possible, à tout point de vue. Donc l'idée, c'est bien de monter en altitude et de faire le plus de pas possible à flanc de montagne. Donc on revient à notre BSCR. On convertit les kilomètres en millions d'euros et on commence par tracer notre carte du SCR avec notre terrain de jeu, en fait, notre budget de risque. Ici, on prend notre BSCR. Donc, on commence la randonnée avec le chemin du SCR marché. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, le SCR marché se lie à flanc de montagne. L'empreinte au sol correspond à son allocation, c'est la contribution. Donc ici, on a un SCR marché de 32 qui contribue pour 27 dans le BSCR de 50. Donc on a l'allocation du marché. On continue avec... ce qu'il faut bien comprendre, évidemment, j'ai oublié, j'insiste un petit peu, plus la pente est forte et plus l'empreinte au sol sera courte par rapport au BSCR. Donc plus la pente est forte et plus ça traduit un effet de diversification important. Donc on continue avec le SR contrepartie qui est de 2 millions d'euros. Donc là, la pente est beaucoup plus forte, il est beaucoup mieux diversifié. Et enfin, le cœur du métier, les SR de souscription vie, santé, non-vie, qui eux sont un peu plus petits et un peu mieux diversifiés. Donc voilà, on a réalisé l'allocation du capital. Et vous allez me dire, c'est joli tout ça, mais à quoi ça sert ? Alors, ça sert parce que naturellement, on a envie de tracer la pente moyenne. Et cette pente moyenne, en fait, elle va servir à deux choses. Premièrement, plus son dénivelé est important, plus ça traduit un effet de diversification important. Donc c'est comme un altimètre qui va mesurer la performance de la diversification de l'organisme. Et deuxième chose, c'est une moyenne. Donc par définition, elle recouvre des situations différentes. On a des SCR qui ont une pente plus douce, comme le SR de marché, et d'autres SCR qui ont une pente plus forte que la pente moyenne, et ici, c'est tous les autres. Et donc, cette pente moyenne va servir de référence, de boussole, pour nous orienter vers tel ou tel chemin. C'est-à-dire que si on veut améliorer la diversification, eh bien, il faut monter en altitude, il faut augmenter le dénivelé moyen. Et si on veut augmenter le dénivelé moyen, eh bien, il faut réduire les parcours de type promenade de santé, ce qui va libérer beaucoup de capital pour s'engager et faire beaucoup plus d'activités sur les pentes plus escarpées et attaquer la face nord avec la non-vie.